Dans les rues de Faisalabad, au Pakistan, une unité d'élite se prépare pour une mission cruciale. Une capture qui pourrait rapporter 10 millions de dollars et tout changer. La cible. Un homme qui pourrait être la clé pour empêcher l'inimaginable. Une autre attaque terroriste dévastatrice sur les États-Unis. 6 mois après le 11 septembre, alors qu'ils s'apprêtent à pénétrer dans la planque, leurs esprits s'agitent. Est-ce la mission vertueuse pour laquelle ils ont été entraînés? Ou cela les hantera-t-il comme une autre erreur dans la guerre trouble contre le terrorisme? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous explorons l'histoire de la tactique la plus radicale du Federal Bureau of Investigation pour empêcher un attentat terroriste. L'agent spécial superviseur Ali Soufan était l'un des interrogateurs les plus respectés du Federal Bureau of Investigation, un homme que certains ont dit qu'il aurait même pu prévenir les attaques terroristes du 11 septembre s'il avait reçu les informations appropriées de la CIA. Né au Liban, en 1971, Ali a échappé au chaos d'une nation déchirée par la guerre, déterminé à réaliser son rêve américain. Ce rêve ferait de lui un jour un défenseur acharné des États-Unis, ce qui le placerait près du sommet de la liste des assassinats d'Al-Qaïda. Diplômé en sciences politiques de l'université de Mansfield en Pennsylvanie en 1995, Ali souhaitait au départ faire une carrière universitaire. Il obtiendrait plus tard son master en relations internationales à l'université de Villanova en 1997, diplômé magna cum laude. Cependant, les aspirations académiques de Soufan n'ont pas duré longtemps. Avec son expertise en relations internationales et sa maîtrise de l'arabe, Ali a rapidement attiré l'attention du Federal Bureau of Investigation. Reconnaissant ses compétences uniques, ils l'ont recruté dans leurs opérations antiterroristes au Moyen-Orient, au sein de la division de la sécurité nationale. La partie la plus folle de tout cela? Il a rejoint le bureau, suite à un pari avec ses frères de la Phi Kappa Theta, un pari qui a presque totalement changé le cours de l'histoire américaine moderne. Après qu'Osama Bin Laden a déclaré la fatwa sur les États-Unis, en 1998, Soufan, musulman non confessionnel, a écrit un article cinglant condamnant le fondamentalisme islamique. John O'Neill, chef de la division de la sécurité nationale, a été impressionné par le jeune Soufan, le décrivant comme un trésor national. Soufan a rapidement été transféré de l'équipe I-40, qui enquêtait sur le Hamas, à l'équipe I-49, qui enquêtait sur Al-Qaïda. Soufan s'est vite avéré être le candidat parfait pour la communauté du renseignement. Seulement 2 ans après avoir été diplômé, il a été appelé en Jordanie pour aider à enquêter sur les complots de l'attentat du millénaire, un moment clé dans la lutte antiterroriste. C'est ici qu'il a fait une découverte qui, d'une certaine manière, allait déterminer le cours du reste de sa vie. Il a découvert une boîte de documents envoyée par les responsables du renseignement jordanien, posée au sol d'une station de la CIA. À l'intérieur, Soufan a trouvé des cartes essentielles indiquant les emplacements des sites de bombardement. Discuter publiquement de cette découverte s'est avéré profondément embarrassant pour la CIA, déclenchant un conflit entre Soufan et l'agence, un fossé qui aurait de graves conséquences. En 2000, l'appel à l'action est revenu. Une attaque à la bombe d'Al-Qaïda sur l'United States Ship Call a tué 17 personnes au Yémen, aggravant la situation politique déjà précaire pour les intérêts américains. C'était un énorme embarras pour l'armée américaine. Le destroyer à missiles guidés coûtait $1 milliard avec plus de 70 tonnes d'armure, considéré comme l'un des navires les plus résistants de la flotte, et ils avaient été humiliés par 2 kamikazes avec des explosifs plastiques dans une embarcation en fibre de verre. Les opérateurs d'Al-Qaïda semblaient invincibles, exécutant leur plan avec précision, mais un élément critique a mal tourné. Le membre survivant du complot, Fard al-Qusay, a échoué dans sa mission. Il était censé filmer l'attaque sur l'United States Ship Call et la diffuser comme propagande pour la cellule terroriste, mais Qusay a trop dormi, manquant son réveil, et se précipitant pour se rendre sur le site. Quand l'explosion s'est produite, il était toujours dans un taxi en chemin. Forcé de se cacher, il est devenu une cible clé pour les États-Unis. L'intelligence. Sa capture était désormais cruciale non seulement pour résoudre cette attaque, mais aussi pour déjouer les complots futurs. Ali Soufan, âgé de seulement 29 ans à l'époque, a été appelé au Yémen pour aider sur le dossier. Il était l'un des 8 seuls agents du Federal Bureau of Investigation qui parlait arabe dans l'ensemble des États-Unis, et le seul de la branche de New York. Ses compétences seraient inestimables pour aider les États-Unis à sauver la face après la tragédie avec leur United States Ship Call. À leur arrivée, Soufan et le contingent du Federal Bureau of Investigation ont été mis en joue par des forces spéciales yéménites. Heureusement, Soufan, un négociateur né, a gardé son sang-froid et a apaisé la situation en leur offrant à tous de l'eau américaine en bouteille. Au Yémen, pays au climat chaud, ce geste de paix a comblé le fossé culturel. Mais cela n'était qu'un avant-goût des atrocités à venir.
L'enquête sur les ruines de l'United States Ship Call a révélé un véritable cauchemar. Le navire avait été éventré, avec des restes des marins qui avaient été tués encore suspendus aux murs brisés. Les bombardiers ont commis une erreur critique, abandonnant leur camion près du site de l'attaque. Cette erreur a conduit Soufan et son équipe à leur maison louée, et à un trésor de preuves. À l'intérieur, ils ont découvert des traces d'acide désoxyribonucléique des attaquants, qui s'étaient rasé la tête rituellement. Alors que Soufan creusait davantage sur qui avait loué la propriété, un nom ressortait. Un alias familier lié à un opérateur connu d'Al-Qaïda. Le lien a été officiellement établi. Soufan se retrouvait à nouveau aux prises avec Al-Qaïda, mais ce n'était pas le seul vieil adversaire auquel il était confronté au Yémen. Plusieurs suspects ont été arrêtés par les autorités yéménites, et interrogés sur leur rôle dans le complot. Un nom revenait sans cesse, Khalad, un lieutenant d'Al-Qaïda basé en Afghanistan qui avait joué un certain rôle dans l'orchestration de l'attaque du United States Ship Call. Tout comme les attaques coordonnées d'Al-Qaïda lors du millénaire, cela semblait être une petite pièce d'un complot bien plus grand. Les agents du Federal Bureau of Investigation devaient juste continuer à tirer sur les fils jusqu'à ce que tout se démêle. Heureusement, les autorités yéménites sont aussi capturées Al-Qousso peu après l'attaque. Utilisant une fois de plus son don de la parole, Soufan a réussi à obtenir une interview pour le Federal Bureau of Investigation, avec l'homme lui-même, dans l'espoir de comprendre l'ampleur des plans d'Al-Qaïda. Il est crucial de comprendre ce qui rend Soufan si efficace comme interrogateur à ce stade. Il pratique une méthode connue sous le nom d'interrogatoire, basée sur le rapport, où l'interrogateur établit une relation positive avec le sujet qu'il interroge. Le but est de les mettre dans un endroit confortable où ils partageront des informations. La connaissance culturelle approfondie de Soufan était aussi un atout dans sa façon d'interroger. Des amis et des collègues le décrivèrent comme un homme profondément spirituel qui étudiait régulièrement le Coran la nuit. Il était en fait un tel érudit du texte qu'il a pu déradicaliser certains des sujets lors des entretiens en les convainquant qu'ils avaient mal compris les enseignements du livre. Avec Al-Qousso, il a affronté une rude bataille. Les autorités locales lui étaient clairement favorables. Un membre des forces de l'ordre est même entré dans la pièce et l'a embrassé sur les 2 joues. Mais Soufan a persisté et a travaillé à Al-Qousso jusqu'à ce qu'ils établissent un rapport. Il a commencé à s'ouvrir. C'est à ce moment qu'un détail d'information fascinant est sorti. Al-Qousso avait envoyé des dizaines de milliers de dollars à Khalad, l'opérateur unijambiste mentionné précédemment. Mais quelque chose clochait à ce sujet pour Soufan. L'argent coule en aval dans une opération comme celle-ci, pas en amont. Pourquoi un drone comme Al-Qousso enverrait-il de l'argent à un joueur de pouvoir comme Kola, et non l'inverse? L'excuse d'Al-Qousso selon laquelle l'argent était destiné à Kola pour acheter une nouvelle jambe était non seulement invraisemblable, mais carrément ridicule. Les plus grandes craintes de Soufan semblaient se concrétiser. Il ne regardait qu'un petit coin d'un tableau bien plus grand. Sans le savoir, Soufan et son équipe étaient témoins des prémices de l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Mais si Soufan devait un jour découvrir cela, il avait besoin de plus d'informations, et cela impliquerait une coopération interdépartementale de la part de la CIA, une agence avec laquelle il entretenait déjà une relation tendue. Il les avait non seulement embarrassés avec l'incident en Jordanie, mais ils avaient aussi essayé de le débaucher plusieurs fois, l'incitant à passer du côté obscur. Pour les initiés, Soufan a simplement ri en réponse. La coopération entre le Federal Bureau of Investigation et la CIA a été fréquente tout au long de leur histoire. Historiquement, la CIA a été protectrice de ces renseignements, craignant que leur divulgation au Federal Bureau of Investigation ne compromette ses partenaires internationaux. Donc, lorsque Soufan les a approchés à propos de Khaled et de ses connexions internationales, il a été bloqué et n'a rien reçu. En fait, la CIA détenait des informations assez complètes sur Khaled. Grâce à une opération d'écoute téléphonique ciblant le djihadiste Ahmed al-Hara, ils ont découvert une image détaillée du vaste réseau mondial d'Al-Qaïda. Leur surveillance a même révélé l'existence d'une cellule émergente aux États-Unis, comprenant 2 hommes qui joueraient plus tard des rôles cruciaux en tant que pirates de l'ère du 11 septembre. La CIA menait peut-être une opération distincte avec des renseignements qui se recoupaient. Ils ont peut-être retenu des informations du Federal Bureau of Investigation, de peur que leur partage ne compromette leurs propres efforts. Si l'information avait été donnée à Soufan et au Federal Bureau of Investigation, l'agence en charge de l'ensemble des forces de l'ordre fédéral domestique des États-Unis, ils auraient pu placer les personnes concernées sur des listes de surveillance des terroristes. Soufan dira plus tard que si l'information avait été partagée à sa demande, ils auraient peut-être pu obtenir assez de renseignements pour empêcher les attaques du World Trade Center du 11 septembre. Soufan et ses collègues ont été rapidement contraints de quitter le pays.
Les agents étaient tous stationnés à l'hôtel Aden avec un contingent de Marines pour les garder, mais pour arrêter les coupes de feu qui retentissaient en chaque nuit. Les agents étaient contraints de dormir entièrement habillés avec leurs armes de service posées à côté d'eux si jamais la situation se détériorait. Dans un cas effrayant, lorsque Soufan et John O'Neill étaient aidés dans un hélicoptère, quelqu'un les a ciblés avec un missile guidé. Le gouvernement yéménite a demandé à Soufan, O'Neill et à la délégation du Federal Bureau of Investigation de quitter le pays, redoutant que leur présence ne crée des tensions entre le Yémen et les États-Unis. Relations. Avec la connexion potentiellement vitale manquée à cause du silence de la CIA, l'équipe du Federal Bureau of Investigation est rentrée aux États-Unis, et tout a empiré. Bien qu'il soit à l'origine de la carrière de plus en plus illustre d'Ali Soufan, au Federal Bureau of Investigation, celle de O'Neill était sur le point de décliner. Une mallette en sa possession, remplie de documents classifiés importants, a été volée. Bien que rapidement récupéré, et sans preuve de consultation des fichiers, il était trop risqué pour lui de continuer à diriger la division de la sécurité nationale du Federal Bureau of Investigation. Il a quitté le Federal Bureau of Investigation peu de temps après, et a obtenu un nouveau poste en tant que responsable de la sécurité au World Trade Center. Soufan et le reste du Federal Bureau of Investigation se dirigeaient inconsciemment vers le 11 septembre 2001. Il était à l'étranger quand la nouvelle a éclaté, et a tout de suite tenté d'appeler O'Neill. Il n'a pas décroché. John O'Neill, le mentor qui avait donné à Soufan son début à la bureau, était juste une autre des milliers de vies perdues ce jour terrible. Pour Soufan, le souvenir de ce jour terrible resterait un poids qu'il porterait pendant des années à venir. Un jour que si la CIA avait été plus communicative, lui et beaucoup d'autres croient qu'il aurait pu prévenir. Dans le chaos suivant le 11 septembre, alors que la guerre contre le terrorisme s'intensifiait, les compétences uniques de Soufan devenaient encore plus précieuses pour tenter de comprendre les événements. En fait, il a participé à plusieurs opérations antiterroristes incroyablement importantes pour le Federal Bureau of Investigation au cours des années suivantes. Il a mené l'entretien de 5 jours avec Abu Jandal, un garde du corps proche de Ben Laden, aussi appelé le père de la mort. Durant l'entrevue, il a divulgué plusieurs noms de ses compagnons militants. Il a aussi brisé 20e pirate de l'ère potentielle du 11 septembre. Le rôle d'Al-Qahtani dans le complot a été déjoué lorsqu'il s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis, suscitant des soupçons qu'il tentait d'immigrer illégalement. De cet entretien, Soufan obtiendrait le témoignage nécessaire pour condamner Ali Saleh Khalal-Mahri pour des accusations de terrorisme à Chicago. En 2005, l'éloquence de Soufan et son sang-froid sous pression l'ont amené à participer à une opération d'infiltration en Floride pour piéger le docteur Rafik Abdus Sabir. Sabir a avoué sa volonté d'aider à soigner les insurgés d'Al-Qaïda blessés, pour lesquels il serait condamné et recevrait une peine de prison de 25 ans en 2007. Il a fait de même pour un autre prétendu garde du corps et chauffeur de Ben Laden, Salim Hamdan, ce qui a été crucial pour le condamner devant un tribunal militaire. Il a également obtenu des aveux d'Ali Abaloul, un propagandiste d'Al-Qaïda. Mais tout cela semblait être des détails mineurs dans l'histoire globale d'Ali Soufan et de son rôle dans la lutte antiterroriste. Lui, les forces d'Al-Qaïda et la CIA se sont affrontées une dernière fois dans le cas d'Abu Zubaydah. On le croyait être une figure clé des opérations d'Al-Qaïda, en particulier au camp d'entraînement de Kaldan. Là-bas, il était soupçonné d'organiser de nouvelles recrues et de faciliter leur mission en obtenant et en falsifiant des documents cruciaux, y compris des passeports, pour les insurgés sortants. Une source de la CIA a plus tard déclaré qu'ils avaient payé 10 millions de dollars à des informateurs locaux, afin de trouver l'emplacement de Zubaydah. S'il pouvait l'enfermer, il pourrait atteindre les échelons supérieurs à lui. Cela nous ramène à la planque à Faisalabad, au Pakistan. 6 mois après le 11 septembre, la force d'intervention conjointe des agents du Federal Bureau of Investigation et de la CIA était prête, les Kalachnikovs chargés, attendant le signal pour entrer dans le bâtiment. Leur mission était de capturer leur premier détenu de grande valeur. Le chaos a éclaté lorsque les agents ont pris d'assaut la planque. Abu Zubaydah a reçu plusieurs balles dans l'estomac, la cuisse et le testicule. Sanglant et à peine conscient, il a été traîné à l'arrière d'un pick-up avec plusieurs autres prisonniers. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un des agents a réalisé qu'ils avaient capturé leur cible principale. Gravement blessé, il a été transporté d'urgence dans un hôpital pakistanais. Après tout, on ne peut pas interroger un homme mort. Mais les blessures étaient trop graves pour être soignées par un médecin traitant. La CIA a dû importer un médecin de Johns Hopkins juste pour stabiliser Zubaydah assez pour le sortir du pays. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, le transportant du Pakistan à un site noir non déclaré basé en Thaïlande. Pendant ce temps,
Une décision cruciale était en cours aux États-Unis. Plusieurs membres de haut profil du gouvernement, y compris le vice-président Dick Cheney, le directeur de la CIA George Tenet et le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld, approuvaient tous une nouvelle série radicale de méthodologie de la CIA. Ils l'ont appelée « interrogatoire renforcé » et Abu Zubaydah allait être le cobaye. Mais la CIA n'était pas la seule partie impliquée ici. C'est là que l'agent spécial Ali Soufan est une fois de plus entré en scène. Le Federal Bureau of Investigation l'a envoyé lui et plusieurs autres agents en Thaïlande pour interroger Zubaydah pendant qu'il continuait à se remettre de ses blessures. Selon Soufan, sa technique d'enquête basée sur le rapport a porté ses fruits là-bas. Après avoir établi une bonne relation avec Zubaydah, Soufan a commencé à l'interroger sur les membres d'Al-Qaïda, en particulier ceux qui auraient pu être impliqués dans l'attaque du 11 septembre. Lors de l'entretien, Soufan a découvert Joso Once, Padilla, un Américain qui planifiait de créer et faire exploser une bombe sale aux États-Unis. Mais une découverte encore plus fascinante est survenue par pur hasard. En cherchant des photos à montrer à Zubaydah, Soufan a accidentellement montré une photo de Khalid Sheikh Mohammed, considéré comme un acteur relativement mineur et peu intéressant pour les enquêtes du Federal Bureau of Investigation. Il se trompait complètement. Zubaydah a révélé que Mohammed était en réalité l'architecte du 11 septembre et l'un des alliés les plus fidèles d'Oussama Ben Laden. C'était sans doute le plus grand bond en matière de renseignement qu'ils aient fait depuis les attaques. Puis les interrogateurs de la CIA ont commencé à utiliser leur technique d'interrogatoire renforcée récemment approuvée, et selon Soufan, tout s'est effondré à ce moment-là. Ils ont torturé le très blessé Zubaydah de diverses manières horribles, allant du waterboarding quasi constant à le déshabiller, en passant par la privation de sommeil et la diffusion de musique forte dans ses oreilles à toute heure. Ils l'ont même enfermé dans une boîte semblable à une cage pour chien, assez petite pour contorsionner son corps douloureusement, provoquant des douleurs musculaires atroces. Soufan était furieux du traitement que recevait Zubaydah et a protesté. Le conflit interdépartemental a vite échappé au contrôle de Soufan. Son patron, le directeur du Federal Bureau of Investigation, Robert Mueller, l'a rappelé aux États-Unis d'Amérique. Zubaydah est resté détenu par la CIA qui a poursuivi ses interrogatoires musclés. Mais est-ce que tout cela a réellement fonctionné? Selon les sources, non. Le sujet a donné un grand nombre de noms pendant la torture, juste pour que la douleur s'arrête. Beaucoup ont dit que malgré tout cela, aucune des informations obtenues n'a conduit à déjouer un seul complot terroriste. Au final, cela n'a fait que gaspiller les ressources gouvernementales dans des chasses aux oies sauvages, comme Soufan l'avait averti. Sans surprise, cela ne l'a pas rendu populaire auprès de la CIA. Plus tard, en 2002, quelques mois après l'incident avec Abu Zubaydah, Soufan s'est envolé pour l'Afghanistan pour interroger 2 autres suspects de haut profil d'Al-Qaïda. Là-bas, il a été bloqué une fois de plus, probablement en représailles à ses protestations concernant l'interrogatoire de Zubaydah. La CIA le punirait encore par la suite pour s'être exprimé. En 2011, Soufan a tenté de publier un livre sur son expérience avec les techniques d'interrogatoire musclées de la CIA. L'agence a utilisé son influence pour exiger plusieurs rédactions considérables de parties du livre qu'elle considérait comme peu charitables ou compromettantes pour la sécurité nationale. En réalité, ils ne voulaient pas que cela nuise à leur image. Mais cela n'empêcherait toujours pas Soufan de se relever. Il a continué à témoigner publiquement, à la fois sur l'injustice et l'inefficacité des techniques qu'il a vues employer, y compris un témoignage devant le comité judiciaire du Sénat américain. En 2009, il a publié un article d'opinion dans le New York Times intitulé « Ma décision torturée ». Même si Soufan a été décrié et censuré à l'époque pour s'être opposé à la CIA, l'histoire a finalement été de son côté. Le consensus général est maintenant que les techniques d'interrogatoire renforcées ne sont ni éthiques ni efficaces pour extraire des informations précises des sujets. La méthode d'interrogatoire traditionnelle basée sur le rapport que Ali Soufan a défendu tout au long de sa carrière en tant qu'agent spécial du Federal Bureau of Investigation a été justifiée comme la bonne voie pilmi à suivre. En 2020, Soufan a pu publier une édition complète de son livre, exposant les erreurs, les mensonges et les crimes de la CIA qu'il a vus de ses propres yeux, intitulé « Les bannières noires, déclassifiées, comment la torture a dérouté la guerre contre le terrorisme après le 11 septembre ». Lorsqu'on lui a demandé ce que signifiait la victoire d'avoir enfin pu raconter l'histoire au public dans sa forme complète et non censurée, il a dit « Si vous vous battez assez dur pour la vérité, vous finirez par gagner ». Quelle est votre opinion sur le style d'interrogatoire d'Ali Soufan par rapport aux tactiques plus dures de la CIA? Laissez vos pensées dans les commentaires. Découvrez les techniques de négociation du Federal Bureau of Investigation que vous pouvez utiliser quotidiennement, ou visionnez plutôt ceci.